Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de l'IRIS, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette table ronde intitulée Défense européenne, une boussole stratégique pour quoi faire, que nous organisons en partenariat avec la fondation politique Hans Seidel. Et avant d'introduire la conférence et nos intervenants, je vais laisser tout de suite la parole à Philippe Ziegert, qui est directeur du bureau de la fondation Hans Seidel à Paris, pour quelques mots d'introduction. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur la question de la défense européenne. La Fondation Hans Seidel est heureuse de pouvoir soutenir cette conférence qui est organisée avec l'IRIS, dont je remercie les collaborateurs ici présents pour le travail de préparation et notamment M. Gaspard Schnitzler pour la prise en main de la modération et la discussion qui suivra avec les 4 intervenants. Merci beaucoup aux 4 intervenants qui ont pris le temps et qui sont présentés donc, par Gaspard Schnitzler, qui ont pris le temps d'être avec nous ce soir. Juste un petit mot pour l'activité de la Fondation et en quoi la coopération avec l'IRIS et la question de se pencher sur la question de la défense européenne a son sens. La Fondation Hans Seidel est une des 7 fondations politiques allemandes qui sont financés par le Bundestag et qui œuvrent aussi bien en Allemagne qu'à l'international dans les relations bilatérales de l'Allemagne. Et dans le cas du bureau ici à Paris, c'est donc pour les relations bilatérales avec la France sur des questions régionales, nationales et évidemment aussi européennes, dont il sera donc question ce soir. J'espère que ce sera une discussion enrichissante et intéressante pour toutes celles et ceux qui sont connectés. Merci encore pour votre temps et votre intérêt. Et je nous souhaite une discussion intéressante. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Alors, pour parler ce soir donc, de cette thématique de la boussole stratégique, nous avons le plaisir d'accueillir 4 intervenants, donc 2 Français et 2 Allemands, mais 2 Allemands parfaitement francophones. Donc, bonsoir à tous les 4 et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer tout de suite par présenter nos intervenants. Donc, tout d'abord, Madame Hélène Conway-Mouret. Vous êtes donc sénatrice, vous êtes représentante des Français établis hors de France. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Et vous avez notamment co-rédigé un rapport d'information sur justement la boussole stratégique qui est paru en juillet dernier. Monsieur Volker Ullrich, vous êtes député de la CSU au Bundestag en Allemagne, où vous représentez, si je ne me trompe, la circonscription d'Augsburg en Bavière. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag et vous êtes également membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ronja Kemping, vous êtes Senior Research Fellow au sein du think tank allemand Stiftung Wissenschaft and Politik, SWP. Vous êtes spécialisé sur la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC, et vous travaillez notamment sur les relations franco-allemandes dans le domaine de la défense. Et enfin, Édouard Simon, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, par la même occasion mon collègue, et vous êtes spécialisé sur les questions de défense européenne et notamment sur les questions de politique industrielle. Très brièvement, je vais vous présenter la façon dont se déroulera la table ronde. Donc, on va avoir un premier tour de questions sur l'objectif et les ambitions de la boussole stratégique, puis un second tour de questions sur les priorités et la mise en œuvre de la boussole. Et enfin, on gardera une bonne demi-heure, si ce n'est plus, pour un échange avec la salle, virtuelle malheureusement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'en sélectionnerai certaines que je poserai à nos intervenants. Bien évidemment, on ne pourra pas toutes les poser, mais voilà, n'hésitez pas à en poser. Et avant de vous donner tout de suite la parole, j'aimerais très rapidement, en quelques mots, juste rappeler ce qu'est la boussole stratégique pour qu'on puisse rentrer dans des questions de fond. Alors, la boussole stratégique, tout d'abord, il s'agit d'un document qui doit permettre de définir les grandes orientations en matière de sécurité et de défense européenne jusqu'en 2030. On peut dire que c'est une sorte de livre blanc européen, c'est ce qu'on entend souvent à son sujet,
avec pour objectif d'améliorer la cohérence des initiatives qui existent aujourd'hui en matière de défense au niveau européen, mais aussi de renforcer la résilience de l'Union européenne et enfin les capacités de réaction de l'Union européenne dans un environnement qui est de plus en plus contesté avec de nombreuses crises aux portes de l'Europe, pour en citer certaines, l'Ukraine, la Biélorussie, les Balkans. C'est une initiative qui a été initiée sous présidence allemande du Conseil de l'UE en juin 2020 et qui devrait prendre fin cette année, justement en mars 2022, sous présidence française, d'où l'intérêt d'avoir ce soir des intervenants à la fois français et allemands pour parler de ce sujet. Et un dernier mot avant que je vous pose la première question. Donc ce document, il a commencé par une analyse commune des menaces, qui est un document classifié, et il a débouché sur une première version qui a été présentée en novembre dernier, et on en est aujourd'hui à la seconde version qui a été présentée en janvier, il y a quelques jours. Et donc, on va pouvoir parler de ces différentes versions et de la façon dont évolue l'exercice. Alors, pour commencer, je vais m'adresser à vous, Madame la sénatrice, en posant une première question, et je poserai la même à votre collègue allemand. Quelles sont les attentes de la France vis-à-vis de cet exercice de la boussole stratégique et vis-à-vis de son niveau d'ambition? En d'autres mots, est-ce qu'on peut dire que le document qui a été présenté récemment est suffisamment ambitieux aux yeux de la France? D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et puis souhaiter une bonne année 2022 puisque nous avons jusqu'à la fin du mois et je crois que le contexte à la fois sanitaire et international qui ne sont pas des plus heureux mérite qu'on continue à se souhaiter plein de bonnes choses pour bien sûr les fondations et pour la politique de façon générale. Aussi, vous félicitez d'organiser ces regards croisés. Je pense que c'est très important. En effet, vous l'avez très justement rappelé, cette initiative a été prise par l'Allemagne. Elle va se terminer, en tout cas, par sa présentation pendant la présidence française. Et donc, quelque part, nous bouclons la boucle ensemble. Et c'est important que nous restions dans cet exercice qui se veut un exercice de partage, un exercice inclusif, eh bien, d'aller jusqu'au bout de l'exercice et de faire en sorte qu'il soit le plus réussi possible. Et enfin, vous dire que je pense qu'il est bon de rassembler à la fois des acteurs politiques et des chercheurs. Je pense que ce qui manque dans l'exercice, et nous l'avons noté dans le rapport que nous avons rendu, c'est un rapport parlementaire, en effet, qui a été présenté à la commission en plein mois de juillet, donc il n'a pas eu un grand écho médiatique, puisque les gens avaient plutôt l'esprit aux vacances à ce moment-là qu'à lire des rapports parlementaires. Donc, la première chose qui nous a en fait un petit peu perturbé avec mon collègue, c'est que pendant 6 mois, nous avons travaillé dans l'obscurité la plus totale. À savoir que j'avais proposé ce sujet à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, qui est quand même assez bien informée, et mes collègues ne savaient pas vraiment de quoi ils retournaient. Boussole stratégique, pourquoi faire? Est-ce qu'on avait perdu le cap? Est-ce qu'on avait perdu l'ouest ou le nord? Enfin, en tout cas, pourquoi utiliser ce terme de boussole? Bon, c'était un terme qui a été littéralement, je crois, traduit de l'anglais, de compass, en fait. Et donc, 6 mois plus tard, eh bien, nous avons en effet un rapport parlementaire qui s'appelle « Quelle boussole stratégique pour l'Union européenne ?» C'est-à-dire que nous avons passé 6 mois pour déboucher sur une question. Et la question, le titre n'est pas anodin, vient du fait que nous avons regretté que finalement cet exercice, qui aurait pu être un exercice qui se décline auprès de tous les acteurs qui sont intéressés par les sujets de sécurité, la défense est peut-être un petit peu plus technique, en tout cas par les questions de sécurité, je crois qu'ils touchent tous les citoyens aujourd'hui. Quand vous regardez dans les sondages, c'est un des thèmes qui arrive en haut des préoccupations des citoyens. Eh bien, est resté le fait d'experts, certainement de très grandes compétences, de très grande qualité, mais nous avons regretté que cet exercice ne soit pas décliné, en tout cas plus largement, au-delà des cercles technocratiques finalement,
qui se réunissent en huis clos, qui discutent derrière des portes fermées et qui vont faire qu'il reste quand même un petit peu de suspense quant à ce qui va être proposé au mois de mars, alors que de fait, il y va de notre vie commune sur le continent européen. Donc, je pense que l'ambition de cet exercice, quelque part, a été rattrapée par, on va dire, une technostructure qui fait que je ne sais pas s'il sera à la hauteur. Je ne peux pas répondre directement à votre réponse parce qu'il faut attendre le mois de mars et je n'ai pas suffisamment d'indications pour le faire, aux attentes et aux préoccupations de tous. Il y a quand même un élément aujourd'hui important, puisque depuis 3 ans, finalement, je travaille chaque année sur la défense européenne, de voir qu'il y a en effet des progrès quant à cette volonté que nous avons collective, qui avait été très stimulée par l'élection de Donald Trump, maintenant qui retombe un petit peu avec l'arrivée de Joe Biden, et qui fait que nous sommes à nouveau rassurés que nos cousins américains, notre allié américain, eh bien, a l'intention de rester à nos côtés, même si nous avons vu que les préoccupations de notre allié se retrouvent maintenant centrées dans l'Indo-Pacifique. Enfin, nous l'avons vu notamment avec l'alliance AUKUS. La France a été particulièrement informée de cette alliance Australie, Royaume-Uni et États-Unis, et qui fait que nous avons quand même des rappels réguliers que nous avons un allié certes très fort, important, mais que celui-ci eh bien, peut en effet s'intéresser à d'autres régions du monde que l'Europe. Et si il devait malheureusement être entraîné dans un conflit, on va l'appeler comme ça, de haute intensité ailleurs, comment est-ce que les Européens réagiraient et surtout, seraient-ils en capacité de se débrouiller tout seuls si eux-mêmes, pendant ce temps-là, étaient aussi sous pression ou sous menace d'un ennemi. Donc, voilà, les questions, je trouve, restent les mêmes. L'ambition a été en effet de se concerter, d'analyser les menaces, et je pense que nous avons trouvé et réalisé que nous avons des espaces communs sur lesquels nous pouvons tous nous mettre d'accord, que ça soit l'espace, que ça soit le cyber, que ça soit l'information, les réseaux. Alors on peut parler de sciences molles et de sciences dures en même temps, hein, qui sont le fait de toutes nos sociétés, et que donc nous avons un travail collectif que nous pouvons faire au niveau européen en matière notamment d'innovation et de recherche pour nous protéger et ne pas simplement réfléchir en termes de défense future qui serait le fait d'armer l'une contre l'autre ou les unes contre les autres, mais de menaces hybrides, et je crois que celles-ci ont été bien identifiées, auxquelles nous pouvons et nous devons réagir collectivement parce que beaucoup d'entre elles bien demandent des investissements importants, et nous savons que nous avons quand même une force collective. Quand nous savons que nous dépensons 198 milliards simplement en achat de matériel militaire, c'est ce qui a été dépensé en 2020, on peut imaginer que nous pouvons aussi avoir quelques euros à dépenser en matière d'innovation et de recherche et nous projeter dans l'avenir. Voilà, c'est une réponse un peu longue, je m'en excuse, mais j'ai essayé de toucher à différents sujets, et surtout vous parlez du sentiment de cet exercice. Et ce soir est tout le contraire, puisque vous avez un public qui est très large et qui s'intéresse à un sujet quand même qui n'a pas été popularisé. Donc, c'est aussi de notre devoir d'expliquer un petit peu, d'aller dans le détail. Nous sommes assez nombreux pour le faire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, pour cette première réponse. C'est vrai que c'était un exercice qui a été conduit par les États membres. C'était très important. Et évidemment, ça pose un certain nombre de difficultés. Voilà, on sait qu'au début, par exemple, la France et l'Allemagne n'avaient pas forcément la même approche sur l'analyse des menaces communes, de savoir est-ce qu'il fallait hiérarchiser ou non ces menaces, mais finalement, on a réussi à aboutir à un compromis.
Je me tourne vers vous maintenant, monsieur le député, pour vous poser finalement la même question et avoir votre regard du point de vue allemand. Alors, comment, d'un point de vue allemand, comment l'Allemagne voit la boussole stratégique, quelles sont ses attentes vis-à-vis de cet exercice et vis-à-vis de son niveau d'ambition? Merci. Merci beaucoup et tout d'abord, bonne année 2022 à tous et à toutes. Et on m'a déjà introduit, mais j'aimerais ajouter que je suis également membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et je travaille depuis quelques années dans le contexte franco-allemand et je trouve que le couple franco-allemand n'a rien perdu d'actualité. Le gouvernement chez nous a changé, mais ce qui reste, c'est le fait qu'il faut être unis dans quelques matières politiques afin de battre les défis qui sont tout à fait visibles. En ce moment-là, on a la situation que l'ordre en Europe qui a été établi après la chute du mur de Berlin est en train de changer. On le voit dans les circonstances autour de l'Ukraine et la position de l'Europe dans le monde a changé à l'égard de la population ainsi que ce que notre économie est en train de produire. Et c'est un changement tout à fait impressionnant et il faut trouver des réponses à cette situation-là. Donc, je crois qu'il faut tout d'abord analyser ce qu'en sont les menaces qui sont visibles à l'horizon. Je crois que c'est la question de la Chine, mais ce sont également les questions autour de la Russie. Donc, il faut tout d'abord savoir si l'Europe est bien dressée à l'égard de sa défense. Et je crois que la réponse est non. Il y a des achats d'armement dans chaque pays membre de l'UE et on dépense pratiquement le même que les États-Unis, les États-Unis, mais je crois que l'effet est moins visible que dans les États-Unis. Donc, il faut améliorer les achats d'armement et on doit savoir ce que sont les menaces. Il faut adresser également les problèmes dans l'espace et au cyber, parce qu'il y a une infrastructure commune dans l'Europe et il faut le protéger. Et ce n'est pas un État membre tout seul qui est en train de protéger. Et les marchés d'énergie, par exemple, sont connectés. Et si un marché, si un pays membre est attaqué, c'est une attaque à tous les pays membres de l'UE. Donc, il faut parler des achats d'armement, du cyber, il faut connaître les menaces, il faut partager les capacités et il y a des questions qu'on doit adresser. Ce sont les relations avec l'OTAN, c'est la relation avec les États-Unis, parce qu'en ce moment-là, on sait que l'Europe doit, pour déterrence, se relier sur l'arsenal nucléaire des États-Unis. Et quant à la situation européenne, c'est que la France qui est titulaire d'un arsenal nucléaire et donc ça joue un rôle plus important quand on doit adresser les questions de la déterrence. Donc, ce sont les questions qu'on doit adresser et je salue beaucoup que la présidence française est en train de continuer ces travaux-là parce que ça a déjà commencé il y a quelques ans avec PESCO
mais il faut être meilleur, il faut améliorer le processus. Et je crois que la crise en Ukraine est un moment décisif et il faut y agir. Merci beaucoup, monsieur le député, pour votre réponse. Et, on abordera bien évidemment dans le deuxième tour de questions les différentes thématiques que vous avez citées, donc les 4 grandes thématiques de la boussole stratégique que sont la gestion de crise, la résilience, le développement capacitaire et les partenariats extérieurs. Alors, Édouard Simon, j'aimerais bien vous poser une question sur l'articulation de la boussole stratégique par rapport aux textes et aux instruments déjà existants, et notamment savoir comment est-ce que cette boussole stratégique va s'articuler par rapport à la EU Global Strategy de 2016. Oui, merci beaucoup Gaspard pour cette question. Merci de m'avoir invité à participer à ce panel. Et je voulais en profiter pour remercier nos partenaires et nos panélistes allemands de faire l'effort de parler en français. C'est toujours extrêmement appréciable et je voulais les remercier parce qu'effectivement, et je rejoins ce que disait Hélène Conway-Mouret un peu plus tôt, c'est important d'avoir ces regards croisés et de les faire de manière comment dire, pédagogique. Donc, pour revenir à votre articulation de cette boussole stratégique, c'est effectivement une des questions qui s'est posée en fait assez rapidement, surtout en France où il y avait une certaine interrogation par rapport à cette initiative qui au départ est une initiative d'inspiration allemande, portée par la présidence allemande du Conseil, et notamment sur à quoi allait servir cette boussole. Et pour être tout à fait honnête, je pense que la perception et le rôle de cette boussole, il s'est aussi un peu écrit au fur et à mesure qu'on a travaillé sur cette boussole. Vous évoquiez la stratégie globale de l'Union européenne de 2016. Il était question que cette boussole ne remplace pas la stratégie globale, mais vienne la compléter. Je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas si simple pour une raison en fait bien compréhensible, c'est que le contexte géopolitique a quand même particulièrement à continuer à évoluer, à continuer à se dégrader depuis 2016 et que je dirais que la perception que les Européens ont de leur environnement stratégique depuis 2016 a considérablement changé. Et c'est pour ça que j'aimerais insister sur quelque chose qui est qu'on ne perçoit pas nécessairement suffisamment, mais c'est l'importance de la méthode qui a été choisie pour faire advenir cette boussole stratégique qui est très différente de celle de la stratégie globale de 2016. En quelques mots, en 2016, la stratégie globale, en fait, elle a été assez classiquement écrite, rédigée par les services de la haute représentante pour la politique étrangère, etc. Donc Federica Mogherini à l'époque, qui a présenté son texte avec un assez haut niveau d'ambition et qui représentait déjà une certaine inflexion de l'Union européenne sur son appréhension du contexte géopolitique. Il faut dire qu'en 2016, le contexte géopolitique avait déjà pas mal évolué. On a parlé de l'élection de Donald Trump, mais 2016, c'est aussi le Brexit. La stratégie globale est quand même sortie quelques semaines après, et puis ça vient après la crise migratoire de 2015 et la crise ukrainienne de 2014. Donc un contexte géopolitique déjà de plus en plus instable et de moins en moins favorable aux Européens. Et en fait, me semble-t-il, cette méthode n'a pas permis d'avoir une véritable appropriation par les États membres du document stratégique. Et ce qui se passe avec la boussole stratégique, et je pense qu'il y a vraiment, il faut saluer vraiment cette initiative allemande et l'ambition allemande et de la présidence allemande du Conseil d'avoir lancé un exercice inclusif en plusieurs phases. C'est justement d'avoir fait travailler les États membres, de leur avoir permis, de leur avoir demandé de s'approprier les sujets. Je pense que c'est extrêmement important de voir que
la première phase de cette boussole stratégique, celle de l'analyse des menaces, c'est la première fois que les Européens réalisent en commun une analyse partagée de leurs menaces. Certes, on pourrait aller plus loin, on pourrait faire une analyse commune de nos menaces, s'asseoir autour d'une table et le faire ensemble. Là, on a fait une compilation, on a échangé les perceptions de nos menaces nationales, mais on en a discuté après au niveau européen à 27, et rien que ça, c'est un pas immense qui a été fait par l'Union européenne, par les 27 dans le cadre de l'Union européenne. Je voudrais aussi, dans le cadre de cette méthode, souligner à quel point a été importante cette phase des dialogues stratégiques, et je voudrais à ce titre, et je pense que ce n'est pas assez fait, mais l'initiative est encore récente, donc je pense que l'histoire leur rendra honneur. Je voudrais souligner le rôle absolument déterminant qu'ont eu la présidence portugaise du Conseil et l'Institut de recherche d'études de sécurité de l'Union européenne dans l'animation de ce débat stratégique, qui fait que justement les États membres ont été amenés à véritablement s'approprier les thèmes de la boussole stratégique, à débattre véritablement du fond des sujets, ce qui a permis aujourd'hui de disposer d'un texte de la boussole, qu'on parle de la première ou de la deuxième version. Finalement, elle n'a pas tant changé que ça et elle s'est plutôt enrichie d'une version à l'autre, qui est un texte qui est déjà suffisamment robuste, qui est assez ambitieux, mais qui est en même temps réaliste, puisque c'est un texte qui a été finalement co-déterminé par les États membres. Et je pense qu'il y avait une grande incertitude au moment de lancer cette boussole, c'était celle de la capacité des Européens à adopter la boussole stratégique au Conseil européen, puisque je vous rappelle que la stratégie globale de l'Union, donc la version précédente de la boussole, n'avait pas été adoptée par le Conseil européen, elle avait été accueillie, mais pas formellement adoptée. Aujourd'hui, il me semble que ce serait une terrible déception et un très grand recul si le Conseil européen, en mars 2022, ne venait pas à adopter formellement cette boussole stratégique. Donc, je pense qu'on a vraiment un document qui ne repose pas tout à plat, mais qui a vocation à être effectivement, en grande partie, ce livre blanc de sécurité, de défense et de sécurité européen. Et ça, c'est à souligner. Il y aura toute une réflexion à avoir sur justement comment est-ce qu'on le décline et quel impact cette boussole stratégique aura dans différents domaines politiques, mais je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Et il me semble que pour répondre à vos questions de manière totalement exhaustive, on ne peut pas ne pas parler du concept stratégique de l'OTAN, puisque vous savez que l'OTAN est engagée dans un processus qui est comparable à celui de la boussole stratégique, qui est celui de la révision de son concept stratégique, qui doit être révisé d'ici à la fin du premier semestre 2022. Et donc, se pose aujourd'hui clairement la question justement de la cohérence et de la coordination entre la boussole stratégique et ce concept stratégique de l'OTAN. Merci beaucoup, Édouard Simon. Tout à fait, on y reviendra dans le deuxième tour de questions. Et j'aimerais peut-être ajouter juste une information qui me semble qu'on n'a pas mentionnée, je voulais la mentionner en introduction, mais c'est que cette analyse des menaces communes, qui en effet est une grande première, elle a vocation à être mise à jour régulièrement. Elle devait l'être à l'origine, je crois, tous les 5 ans. Et finalement, les États membres semblent s'être accordés sur une mise à jour tous les 3 ans pour que le document reste le plus à jour possible et qui s'adapte à l'environnement stratégique. Je me tourne maintenant vers Ronya Kemping. J'aimerais vous poser une question qui est essentielle, c'est celle de la mise en œuvre finalement de ce document. Et ma question est la suivante: comment faire en sorte que la boussole stratégique soit bien suivie des faits et qu'elle soit bien appliquée? En d'autres mots, comment faire en sorte qu'elle soit engageante pour les États membres? Merci. Merci pour la question et bonsoir de Berlin.
Merci de m'avoir parmi vous. C'est un grand plaisir et un honneur de partager ou de participer cette soirée avec vous. Bonne année, bien évidemment, aussi à toutes et à tous. Et donc, merci à la Hans Seidel Stiftung et à l'IRIS pour l'organisation de cet webinaire. Mon français reviendra le plus que je parle et qu'on parle. Le début est toujours un peu difficile. Je m'en excuse pour un début, ouais, pas trop parfaitement franco-français. Mais pour tourner vers votre question, Gaspard, je crois que moi, j'aimerais bien, vous voyez, jeter un coup d'œil sur le document tel que on le connaît jusqu'à présent, et puis peut-être aller un peu plus dans l'histoire de la coopération entre les États membres au sein de la politique européenne de sécurité et de défense commune pour un peu anticiper quel chemin le document et les États membres pourraient peut-être adopter dans la mise en œuvre de ce document, donc éminemment important, je crois, pour l'Union européenne. Donc, le texte, jusqu'à présent, vraiment mettre en place ou réserve une place importante pour justement, comme vous dites, la mise en œuvre de ce document, parce que je crois que l'histoire nous a appris que les Européens, les États membres, les 27 sont toujours très forts à promettre plein de choses, mais pas aussi forts quand c'est à la réalisation des projets qu'ils ont mis sur un papier quelconque. Et donc, déjà, dans sa version actuelle de janvier, le texte se veut très déterminé. Il veut, et là je cite, spécifier les objectifs et les jalons clairs pour mesurer les progrès réalisés. Je crois qu'il y a encore deux passages dans le document qui laissent espoir que vraiment là, pour une fois, on aura un document dont la mise en œuvre sera suivie de près par les États membres. Premier passage dans le texte actuel, c'est la mise en œuvre donc, des initiatives liées à la défense de l'Union européenne devient en quelque sorte une affaire des chefs, au moins pour les ministres de la Défense, parce que le haut représentant présidera, et ça c'est une nouveauté, une réunion annuelle des ministres de la Défense sur donc justement les initiatives de la défense de l'UE et veille sur le développement des capacités. C'est vraiment une première. Ça montre à quel point, comme je disais auparavant, les initiatives précédentes n'ont pas été trop suivies. Alors là, maintenant, on juge entre les 27, on le juge important et donc on accorde aux représentants le droit donc, de présider pour une première fois les rencontres, les réunions annuelles des ministres de la Défense. Et je crois le deuxième passage important dans le texte, c'est que, encore une fois, le haut représentant fournira un rapport annuel sur les progrès accomplis de la mise en œuvre de la boussole stratégique. Là aussi, ça sera une nouveauté. Enfin, on a déjà eu ces rapports annuels pour la stratégie globale de 2016 dont Édouard Simon parlait tout à l'heure, mais je crois que c'est quand même assez important aussi d'avoir ces rapports annuels et aussi d'avoir un droit réservé aux représentants de vraiment revenir sur le document et voir si le contexte sécurité stratégique a changé autour de lui et qu'il fallait peut-être adapter régulièrement la boussole stratégique. Donc, c'est un document vivant sur lequel tout le monde à Bruxelles et dans les capitales apparemment a accordé de vraiment vouloir continuer de travailler.
Je crois la faiblesse pour l'instant, et là je parle en tant d'expert qui a suivi les questions de sécurité et défense européenne pendant une vingtaine d'années déjà maintenant, je crois donc la faiblesse du document, c'est qu'il présuppose, comme tous les documents bien évidemment de l'UE, une volonté d'action commune des États membres. Il est convaincu, comme tout le document, que l'UE 27 ne pourra s'affirmer dans son environnement de sécurité que si elle redouble donc, les efforts par rapport aux capacités de réaction rapide, la prise de décision plus rapide ou les capacités civiles et militaires crédibles. Seulement, les États membres de l'UE nous ont trop souvent donc déçus parce qu'ils ont manqué de cette volonté de coopération dans le passé. Je crois que le député allemand Volker Ullrich nous l'a rappelé déjà dans son introduction. Les exemples sont malheureusement innombrables. Et si vous me permettez, très, très brièvement, je voulais juste évoquer peut-être 3 pour vous éclairer un peu sur les faiblesses donc dans la réalisation des projets qu'on a adoptés. Mon premier exemple, c'est la capacité de réaction rapide de l'Union européenne. C'est un élément clé, ou ça devrait être un élément clé dans la boussole stratégique. C'est une capacité de 5000 militaires composée donc des forces terrestres, aériennes et maritimes, et déployable une fois que les États membres s'y accordent, sans limite géographique et dans les yeux de beaucoup des États membres, cette capacité de réaction rapide devrait être donc une force d'entrée première. Seulement, pour l'instant, le projet ne convainc toujours pas tous les États membres, surtout les États membres de l'Europe de l'Est, sont d'avis que le sujet n'est pas encore au point. Elle figure dans le texte de la boussole stratégique, mais on l'a appris donc à la veille de l'informel de la défense à Brest qui s'est tenu la semaine dernière, qu'il y a toujours des accords sur les questions les plus importantes. Quand est-ce qu'on déploie donc cette capacité de réaction rapide? Comment est-ce qu'on la déploie? Et pourquoi est-ce qu'on a recours à cette force et pas aux forces de l'OTAN ou aux forces nationales des États membres, soit dans le cadre de la politique européenne de sécurité et défense, soit dans un cadre ad hoc? Est-ce qu'il faudra rester entre Européens? Est-ce qu'il devra être plus ouvert envers les partenaires transatlantiques, pour ne citer quelques questions qui sont encore à résoudre quant à la capacité de réaction rapide de l'UE. Donc, un projet phare de la boussole stratégique qui, jusqu'à présent, on a 2 mois avant l'adoption du document, ne fait toujours pas accord entre les 27 membres. Et donc, le risque est que bien qu'on trouvera un accord quelconque entre les 27, donc cette capacité de réaction rapide aura le même destin que les groupements tactiques de l'Union européenne. Une bonne idée, mais jamais utilisée, jamais employée. Donc, un tigre de papier. Le deuxième exemple, brièvement, c'est la structure de planification et de conduite des missions et opérations militaires de l'Union européenne, le fameux MPCC, comme on dit en anglais. Il est, dans le texte actuel de la boussole stratégique, sans doute un gagnant du texte, donc de cet exercice stratégique. Car le texte prévoit que d'ici 2027, donc 3 ans, l'MPCC soit en mesure de planifier et de conduire toutes les missions militaires non exécutives de l'Union européenne, ainsi que 2 opérations exécutives. Le problème du MPCC, c'est que jusqu'à présent, seulement 40 et 60 postes des planificateurs
planificateurs militaires sont remplis par les États membres. Et une fois que donc les MPCC aura encore plus de tâches à fournir, il faudra bien évidemment encore beaucoup plus de spécialistes. Pour l'instant, les États membres n'ont jamais donc trouvé ni l'argent ni ont été convaincus donc de prêter à l'UE cette ressource assez scarce, donc des planificateurs militaires. Ils sont soit restés donc dans les contextes de planification nationaux, donc des États membres, ou ont été transférés au sein de l'OTAN, mais donc le MPCC est vraiment sous-traité en nombre de personnel et pourra jamais, pour l'instant, donc remplir les tâches nouvelles que la boussole stratégique veut bien lui donc donner. Troisièmement, très brièvement, bien évidemment, la fameuse PESCO, la coopération structurée permanente des États membres. Vous avez peut-être suivi qu'en 2021, donc l'année dernière, il y a eu une révision de la PESCO. Entre 2017 et 2020, les États membres de l'UE, 25 qui participent à la PESCO, donc avaient accordé ou se mis d'accord sur 47 projets à réaliser dans le cadre de cette coopération permanente structurée. Le donc, rapport de révision était vraiment décevant, car il mettait clairement, ou il constatait clairement que seul un tiers des projets, donc un tiers des 47 projets retenus par les États membres, pourraient un jour voir la lumière du jour. Donc, 2 tiers des projets ne vont jamais aboutir. La boussole stratégique encore se veut, comme Édouard Simon le disait justement, très ambitieuse. Elle aussi donc prévoit plus de 40 projets actuellement dans sa version actuelle, donc à réaliser entre 2022 et 2030 pour que l'Union européenne devienne donc vraiment un acteur crédible en politique de sécurité et de défense. Mais comme pour la PESCO, en fait, le document ne spécifie pas comment vraiment, et c'est votre question, Gaspard, les États membres, donc là maintenant, du coup, auront la volonté de vraiment se mettre sur tous les 40 projets et les réaliser dans un délai donc assez court. Et c'est ça encore, je crois, le risque et les défis qu'il faut résoudre dans les semaines à venir, non seulement entre Français et Allemands, ou entre France et Allemagne, mais entre donc, les 27, si on ne veut pas, et là je contredis un peu le bilan qu'a fait Édouard Simon, si on ne veut pas avoir une nouvelle document qui se dit stratégique, mais qui donc met pas l'Union européenne en mesure de devenir un acteur purement et simplement stratégique, mais dont tout le monde a besoin, je crois, dans le contexte géopolitique actuel. Je m'arrête là pour l'instant. Merci d'avoir été un peu trop longue, mais c'est la déformation professionnelle. Je travaille trop long sur le sujet déjà. Non, mais c'est passionnant. Merci beaucoup, Ronia Kemping. Je vais quand même poser la deuxième question que j'avais à vous poser, mais je vous demanderai des réponses très courtes, voilà, en 2 minutes, pour qu'il nous reste au moins une demi-heure d'échange avec le public. Ma première question, elle vous est adressée, monsieur le député Volker Ullrich. Justement, je voulais avoir votre réaction sur cette capacité de réaction rapide de 5000 hommes dont a parlé Ronia Kemping. Voilà, comment l'Allemagne se positionne par rapport à cette capacité de réaction, quel avantage elle y voit par rapport au battle group qui existe déjà. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'ai constaté autre chose, c'est le fait que je me trompais à l'égard des dépenses militaires. Il y avait une notion dans le chat disant que les États-Unis dépensent 2 fois les dépenses de tous les États membres. Ça, c'est correct. Je viens de rechercher sur ce sujet-là et je me suis trompé. Hein. Mais à part cela, quand
quant au déploiement des troupes, c'est un sujet assez sensible chez nous parce que on a toujours eu du mal de discuter, de décider sur des missions militaires. Il y a des missions avec les casques bleus ainsi que les missions de formation et la mission au Mali, mais c'est une mission pour soutenir nos partenaires français et c'est dans l'intérêt européen. Il y a également à ajouter qu'en Allemagne, il y a ce qu'on dit une réservation parlementaire à l'égard du déploiement des troupes. Même si c'est un seul soldat de Bundeswehr, c'est le Parlement qui doit dire oui au déploiement et sans une décision parlementaire, rien n'est possible. Et ça, c'est le problème avec ces 5000 personnes. Il faut toujours, s'il y a un groupe de soldats de Bundeswehr, et même s'il s'agit d'un citoyen allemand, il faut avoir l'OK de Bundestag. Et il faut tout d'abord clarifier les relations entre ce groupe-là et la réservation parlementaire de Bundestag. Et ça, c'est un obstacle à discuter. À part de cela, je crois qu'il est important que l'Union européenne soit présente dans les crises du monde, même avec du personnel. Mais il faut clarifier quelques questions. C'est qui est en commande, comment le groupe est composé, etc. etc. Mais ce que la mission au Mali a montré, il faut trouver de nouveaux chemins pour le déploiement des troupes. Ça, c'est clair à mon avis. Merci beaucoup. Madame la sénatrice, je vais me tourner vers vous parce que c'est une question qui est liée. Je voulais qu'on parle d'une des autres grandes thématiques que sont les partenariats externes et c'est lié justement à cette capacité d'action et de réaction de l'UE. Comment est-ce que la boussole stratégique elle peut permettre de clarifier la répartition des compétences entre l'UE et l'OTAN, préciser le rôle de l'UE en matière de gestion de crise? Et c'est une question d'ailleurs qui revient également dans les questions du public. Comment s'assurer que la boussole stratégique ne soit pas calquée sur les priorités du concept stratégique de l'OTAN, mais qu'elle défende ses propres priorités? Merci. Oui, alors en 2 minutes, ça va être incroyablement compliqué, hein, parce que c'est une question qui est très complexe. Je crois que cette boussole stratégique, moi, je le vois comme un moment européen. C'est un moment important dans cette construction européenne qui demeure complètement unique et où il n'y a pas de bon et de mauvais, mais ce qui n'est pas bon, finalement, crée des désillusions. Et ça a été très, très bien rappelé par Ronia tout à l'heure, qui fait que quand ça ne marche pas, eh bien, on en a pour des années ensuite, finalement, d'arrêt, on crée quelque chose, rien ne se passe. Et on a une désillusion qui amène à une volonté politique qui est annulée. Et quand celle-ci n'existe pas, eh bien, il n'y a pas les budgets nécessaires qui sont donnés pour les armées. Il n'y a pas la volonté nécessaire de rencontrer les partenaires européens pour construire quelque chose ensemble. Et donc, c'est pour ça que quand on parle d'armée européenne ou de choses comme ça, je crois qu'il faut à un moment s'arrêter ou arrêter tout simplement d'avoir des vœux pieux, de vouloir des objectifs qui sont inatteignables ou dans tellement longtemps
parce que ça sera tellement compliqué à mettre en place que, eh bien, on va se lasser et qu'on passera à autre chose et qu'on se dira que finalement, cette défense européenne ne mène à rien et que l'OTAN, heureusement, l'OTAN est là. Et l'OTAN a eu la bonne idée, en tout cas par le biais de son secrétaire général, de lancer un exercice tout à fait similaire à celui de la boussole stratégique. Je ne sais pas s'il a été lancé en parallèle avant ou après. En tout cas, quand vous regardez le contenu de ce document, il est le miroir finalement des paniers de la boussole stratégique, parce qu'on parle même de résilience dans l'OTAN, donc on voit qu'on passe à autre chose. Et donc ça, c'est un des travers que l'on peut avoir, eh bien, que ce document miroir finalement de concept stratégique fasse que ceux qui se sentent passionnément atlantistes pour de bonnes raisons, historiques, culturelles, géographiques et ainsi de suite, parce qu'ils en reviennent finalement à se dire mais on n'a pas besoin de doublons. L'OTAN fera ça très bien, donc on n'a pas besoin à nouveau dans cette construction européenne de se préoccuper de ce sujet-là, puisque de toute façon, il est déjà traité par l'OTAN, et donc finalement de ne pas avoir envie de s'émanciper. Alors, je sais que la France est coupable souvent d'utiliser des termes qui sont parfaitement incompris et parfois même inutilisables quand on parle d'Europe de la défense, il n'y a pas de traduction, mais quand on parle de souveraineté, d'autonomie stratégique et ainsi de suite, qui pour nous ne nous font pas peur, effraient complètement nos partenaires. Donc je crois que il faut faire attention aussi dans ce besoin quelque part quand même d'autonomie. Enfin, on l'a bien vu avec le retrait unilatéral d'Afghanistan des Américains, sans nous avoir consultés, les problèmes que ça a créés pour nous tous collectivement, pas simplement pour la région et pour les pauvres Afghans et surtout les pauvres Afghanes. Mais donc, je crois qu'il y a d'un côté donc ce travers de l'OTAN et cet exercice et le fait d'être englobé par l'autre exercice plus important, et l'autre écueil qui serait à l'inverse, d'afficher de grandes déclarations, d'être trop ambitieux. Alors c'est bien, oui, la boussole est ambitieuse, mais je crois qu'il faut être aussi raisonnable pour qu'elle puisse aboutir et que finalement, il faut arrêter de creuser le fossé entre la rhétorique et la réalité. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons malheureusement, avec les attaques terroristes sur l'ensemble du continent européen, je crois que nous en avons tous souffert, nous particulièrement en 2015, mais l'Allemagne, en fait, tous les pays ont été touchés quelque part, d'une certaine façon, de se dire qu'en effet, la sécurité, c'est quelque chose d'important et que eh bien, c'est l'affaire de nous tous. Voilà. Alors, j'ai vu dans les questions qu'il y avait 1000 questions, mais je réponds simplement à la vôtre, là, pour l'instant, et puis revenir peut-être à quelques points auxquels j'aimerais répondre, si c'est possible, tout à l'heure. Merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On y reviendra dans quelques instants. Édouard Simon, je voulais vous poser une question sur un sujet tout aussi essentiel, c'est le développement capacitaire, qui est une des grandes thématiques de la boussole stratégique. On a plusieurs initiatives en cours au niveau européen. Pour en citer quelques-unes, on a le Fonds européen de défense, on a la coopération structurée permanente, qui sont destinées à combler les lacunes capacitaires auxquelles fait face l'Europe. Comment aujourd'hui s'assurer de la cohérence de ces initiatives et éviter également que les priorités capacitaires identifiées soient calquées sur des besoins autres que les besoins de l'UE en matière de défense. Merci. Oui, merci beaucoup Gaspard pour cette question. Alors, je vais essayer d'être le plus court possible pour respecter votre consigne. Je pense qu'il y a deux manières dont la boussole stratégique va participer à cette mise en cohérence des initiatives. C'est vrai que depuis 2016, il y a eu une multiplication des initiatives à vocation capacitaire, de développement capacitaire. L'idée est que le développement de capacités communes serait le nouveau moteur de cette construction d'une défense européenne. La question de la cohérence de ces capacités, elle est sur la table depuis un bout de temps, puisque chaque année, maintenant, le haut représentant produit un rapport sur la cohérence de ces initiatives. Et vous avez cité plusieurs
initiatives. On pourrait en citer d'autres. Je voudrais juste citer celle qui s'appelle CARD, qui est une revue annuelle des priorités de défense des États membres qui permet justement de faire le lien avec les planifications nationales, ce qui est clé en fait. La question, les acquisitions des capacités, elles sont faites par les États membres. Alors peut-être qu'un jour on ouvrira cette possibilité à l'Union européenne, c'est déjà en partie le cas dans le domaine spatial avec Galileo et Copernicus, mais pour l'instant elle sera faite sur les budgets nationaux. Donc il est absolument clé, et le problème a été rencontré par les Européens, pas seulement dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre otanien, c'est la même chose. On définit des priorités, mais on est incapable de les compléter et de se donner les moyens de les compléter. Et là-dessus, on voit effectivement que le processus de développement capacitaire de l'OTAN est beaucoup plus intégré, beaucoup plus développé que celui de l'UE. Ce n'est pas pour ça qu'il est beaucoup plus efficace en termes d'output et en termes de capacités qui sont produites. Donc, je pense que le lien avec les planifications nationales, c'est première façon d'assurer de la cohérence. Ensuite, la boussole a un double rôle, c'est-à-dire qu'elle va d'une part ajouter une couche de priorité capacitaire. C'est un document qui définit des priorités capacitaires, comme les projets CSP définissent des priorités capacitaires, comme le Capability Development Plan de l'Agence européenne de défense définit des aires prioritaires pour le développement capacitaire, comme le processus CARD dont je parlais à l'instant a défini aussi des aires prioritaires de développement capacitaire. Donc, beaucoup de définitions de priorités qui se juxtaposent généralement les uns avec les autres. Le problème, c'est qu'il y a un moment, il va falloir les financer et donc il va falloir prioriser les priorités. Donc, à ce titre, en soi, la boussole stratégique, elle donne de la visibilité, elle va réaffirmer un certain nombre de priorités. Il faudra voir si, dans les faits, ces priorités sont bien prioritaires. Une des raisons pour lesquelles elle pourrait l'être, me semble-t-il, c'est que la boussole stratégique, normalement, devrait être le point de départ au lancement d'un nouveau cycle de planification au niveau européen qui devrait normalement et à une réflexion sur justement l'amélioration du processus de développement capacitaire européen. On évoquait il y a quelques instants, et puis c'était une question qui était posée, la question de la non-duplication avec l'OTAN. Il me semble que sur le développement capacitaire, la priorité, c'est celle de l'efficacité. Peu importe, il y aura de toute façon des dialogues entre le développement capacitaire européen, le développement capacitaire otanien, pour déjà une simple et bonne raison, c'est que la plupart des membres de ces deux organisations sont les mêmes, et les besoins qui sont identifiés dans les deux organisations sont finalement pas très éloignés l'une de l'autre, et c'est assez logique. Donc, qu'il y ait une duplication, en soi, ce n'est pas dérangeant. Utilisons le cadre de l'Union européenne qui nous permet d'avoir des leviers d'action beaucoup plus efficaces qu'au sein de l'OTAN pour enfin aboutir à des résultats en mettant en place de vraies incitations budgétaires, financières, législatives pour permettre aux États membres enfin de faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Donc de respecter leurs engagements. Merci beaucoup, Edouard. Et j'aimerais poser une dernière question à Ronia Kimping sur la quatrième thématique, qui est celle de la résilience. Donc, dans la boussole stratégique, les États membres annoncent vouloir renforcer la résilience de l'Union européenne en anticipant mieux les menaces, en garantissant un accès sécurisé aux domaines stratégiques, donc au cyber, à l'espace, à la haute mer. Ma question est la suivante. Est-ce que finalement la résilience, ce ne serait pas une des quatre thématiques, finalement parmi les quatre thématiques, la thématique qui fait le plus consensus parmi les États membres quand on regarde par exemple la question de la gestion de crise qui est un peu plus conflictuelle? Est-ce que c'est finalement sur la résilience que l'UE doit tout miser? Merci. Merci pour la question et je peux être très, très brève car ma réponse sera oui. En fait, je crois que la résilience est vraiment un sujet sur lequel, comme vous le dites très justement, la plupart des États membres
aisément trouve consensus. Parce qu'on est tous, enfin, c'est pour tout le monde, c'est un sujet assez nouveau. Enfin, donc, tous les États membres doivent commencer à donc acquérir des compétences, des capacités. Donc, aucun État membre a déjà une stratégie fixe et sait comment le mieux s'adresser donc à ces menaces qu'on appelle hybrides, donc désinformation, cyber, comme vous dites, les attaques envers les infrastructures critiques, essentielles et tout ça. Et donc, je crois que c'est une vraie chance parce qu'on aboutit quasiment d'un point zéro, tous en commun, et donc ça ouvre une vraie chance de vraiment développer des capacités ensemble. En plus, c'est un domaine où la Commission européenne est très active et où justement, mais Édouard Simon le sait mieux que moi, où justement beaucoup d'argent pour l'instant est à attribuer donc dans le domaine capacitaire, et ça incite encore une fois dès le début des réflexions sur les réponses dans le chapitre résilience, donc à inciter des investissements ensemble, donc des capacités, la mise en place des capacités ensemble, et ça incite vraiment à trouver une réponse commune. Et justement, ça, c'est un sujet dont j'espère vivement qu'il est apte à surmonter donc les clivages qu'on connaît depuis une trentaine d'années entre une Europe de l'Est et une Europe du Sud, qui à chaque fois, enfin tous les deux disent oui, la menace russe est plus importante que celle du terrorisme au Sahel et vice-versa. Et donc, on se met jamais d'accord où est-ce qu'on met les priorités. Et là, sur la résilience, je crois qu'on est tous d'accord, comme vous dites. Et donc, c'est peut-être le sujet qui nous fait le plus vite avancer en commun. Merci beaucoup, Ronia Kemping, et merci, merci à tous les intervenants pour vos interventions passionnantes. Merci aussi à tous ceux qui suivent la conférence et qui ont posé énormément de questions. On va essayer de répondre à certaines d'entre elles. On ne pourra malheureusement pas répondre à tous. Peut-être pour commencer, 2 questions, et notamment une qui vous concernera directement, Madame la sénatrice et Monsieur le député, sur le rôle des parlements nationaux, parce que c'est notamment une des critiques que vous émettiez dans votre rapport, le peu d'associations des parlements nationaux. Donc, ce serait la première question. Et une autre question sur les principales difficultés qui ont été rencontrées par les États membres lors de cet exercice. Je vous laisse la parole. Oui, je peux peut-être commencer. Nous aimerions avoir le même poids et le même rôle que le Parlement allemand. Je dois dire notamment depuis quelques années, le Parlement français ressemble à une chambre d'enregistrement et tout ça est très décevant. Alors, je voulais d'abord dire que nous avons une commission des affaires européennes et que oui, nous nous intéressons à toutes les questions européennes. D'ailleurs, nous avons énormément de relations avec les parlements européens, qu'aujourd'hui nous voyons plutôt en visio qu'en vrai, mais en tout cas la diplomatie parlementaire fonctionne très très bien au niveau européen, parce que c'était une des questions qui était posée, et je me suis peut-être mal exprimée en fait quand j'ai proposé la boussole stratégique, c'est que le Parlement n'avait pas été saisi et ne l'a jamais été. En fait, le rapport que nous avons fait, nous nous sommes auto-saisis de ce sujet pour essayer de travailler et de voir quel rôle aussi nous pourrions nous jouer, parce que nous nous intéressons à toutes les questions stratégiques, bien sûr, puisque affaires étrangères et défense. Mais voilà, donc je pense que c'est une mauvaise manière de faire à une population européenne qui souvent critique les institutions, parce qu'ils pensent que voilà, il y a les institutions et puis il y a la population, alors qu'en fait, il y a tous ces corps intermédiaires dont nous faisons partie, qui sont là justement pour rapporter des sujets un peu techniques, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, qui sont le fait d'experts qui dévouent leur temps et parfois leur carrière, qui ont énormément de compétences,
mais qui sont des sujets finalement populaires que nous devons, nous aussi, au sein du Parlement. C'est une de nos fonctions, au-delà de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement. C'est aussi d'être à la fois la voix du peuple, mais dans le sens inverse, eh bien de faire cette, voilà, cette jonction, on va dire. Et à mon goût, nous ne sommes pas suffisamment sollicités. D'ailleurs, nous avions une des propositions dans ce rapport, était bien que le Parlement soit saisi régulièrement. Alors, nous avions pensé 5 ans, mais je pense que 3 ans, au vu de l'accélération des changements qui sont aujourd'hui très rapides, et on le voit, hein, je pense que 3 ans, une revue du document tous les 3 ans est très, très bienvenue, mais j'espère que le Parlement, en tout cas le français, y sera associé. Merci beaucoup. Monsieur le député, vous voulez dire un mot à ce sujet? Oui, j'aimerais revenir sur ce que je viens de souligner, c'est le fait que les compétences des parlements européens sont tout à fait différentes à l'égard du déploiement des troupes. Et chez nous, c'est compliqué, pendant qu'en France, c'est plutôt un système présidentiel avec la responsabilité de l'exécutif. Et il faut revenir sur un système assez comparable, mais avant de parler du déploiement de troupes, il faut, c'est mon avis, il faut commencer de discuter le sujet de boussole et les sujets stratégiques au sein du Parlement. Même chez nous, on a guère parlé de la boussole stratégique. Hein. C'était l'été des élections chez nous et après, c'était la formation d'un gouvernement et maintenant, c'est Covid-19 qui est toujours à la tête des discussions. Mais il faut accompagner la présidence française de l'UE, et ça veut dire qu'on se concentre sur les sujets décisifs. Et c'est bel et bien la question de la boussole et il faut parler au sein des parlements pour trouver une solution parlementaire. Et je crois que c'est pas seulement de l'Assemblée, de Bundestag qu'on doit en parler, c'est aussi la tâche des autres membres de l'UE qui doit en parler et il faut clarifier les relations avec l'OTAN parce que à mon avis, c'est un point décisif. Il y a des membres de l'UE qui ne sont pas membres de l'OTAN pendant que l'OTAN a des membres européens qui ne sont pas membres de l'UE, la Grande-Bretagne par exemple, ou la Turquie. La Turquie, voilà, tout à fait. Et il faut établir quelques échelles pour en parler. Hein. C'est un processus qui a pratiquement pas encore commencé. Et il faut avancer afin de trouver des solutions bien à fond 2030. Hein. Et c'est dans notre responsabilité de commencer maintenant. Merci beaucoup. Alors, parmi les questions, on a plein de questions. On a des questions notamment thématiques sur le rôle de l'UE en matière climatique, sur les questions maritimes. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ces questions thématiques. Il y a également une question qui me semble intéressante, c'est comment convaincre finalement les pays les plus réticents, les pays d'Europe orientale, d'avoir un document qui soit ambitieux et une Union européenne qui soit capable d'agir en complément de l'OTAN sur pas forcément le même type de mission, mais comment essayer de convaincre ces pays-là. Peut-être Édouard Simon, vous voulez répondre? Oui, merci beaucoup. Je vais répondre. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur la composante parlementaire. Il me semble que c'est effectivement extrêmement important. Madame la sénatrice Conway Mouret soulignait tout à l'heure que le Parlement français n'avait pas été saisi. J'ajouterais que le Parlement européen n'a pas non plus été saisi
de la boussole stratégique, qu'il s'en est saisi et qu'il est en train de s'en saisir par le biais de son rapport annuel sur la PSDC, mais qu'il n'a pas été saisi, et ce qui pose effectivement une question importante. Il existe une coopération interparlementaire entre les différents parlements nationaux et le Parlement européen. Force est de constater que c'est quand même un outil qui est sous-exploité. Je pense que ça traduit une autre chose, c'est l'absence de maturité actuelle des institutions de l'Union européenne sur les questions de défense qui ont besoin de gagner en maturité. Je vous prends deux exemples. Premièrement, le Parlement européen, il n'y a pas de commission défense, vous avez une sous-commission défense et sécurité. Et je vous prends le deuxième exemple qui est encore plus préoccupant. Au sein du Conseil de l'Union européenne, vous n'avez pas de formation défense. Qui prend les décisions sur les questions de défense au niveau de l'Union européenne? C'est les ministres des Affaires étrangères. Vous n'avez que des réunions informelles des ministres de la Défense. Il me semble qu'au jour où on construit une défense de l'Union européenne, cet état des lieux, ce statu quo n'est plus possible et que nous devons avoir des commissions pleines et entières au sein du Conseil et au sein du Parlement pour permettre justement d'avoir aussi une forme de, si ce n'est contrôle, au moins débat démocratique sur ces questions. Ensuite, pour revenir à votre question sur comment est-ce que on va convaincre ou comment est-ce qu'on peut ne pas laisser les réticences de certains emporter l'ambition de cette boussole stratégique, je pense que d'abord, il est important de rappeler, ça ne va pas faire plaisir à un certain nombre de personnes, mais c'est important de le répéter et de le comprendre et de l'accepter, c'est que on ne peut pas avancer sur la défense européenne si on n'accepte pas que celle-ci doit se faire en cohérence et en bonne entente avec le cadre de l'entente et avec un partenariat transatlantique renforcé. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est une condition sine qua non pour un certain nombre de nos partenaires et c'est aussi souhaitable parce que dans la plupart des cas, nous pouvons avoir aussi avec nos alliés des convergences de vues et donc agir ensemble. Il me semble que l'autonomie stratégique européenne, la boussole stratégique, doit s'entendre comme la capacité à agir, à créer la capacité autonome d'action pour pouvoir agir quand nos alliés ne veulent pas agir, mais d'agir autant que possible avec nos alliés. L'idée, ce n'est pas de partir systématiquement seul, c'est d'être en capacité de partir seul, mais de pouvoir aussi être des partenaires crédibles. Et vouloir opposer autonomie stratégique européenne, défense européenne et partenariat transatlantique, aujourd'hui, ça ne fait pas sens. Voilà. Pourrais-je ajouter quelque chose, Gaspard? Oui, tout à fait, bien sûr, je vous en prie. Oui, je pense qu'en effet, nous sommes partis peut-être, nous, billes en tête avec notre autonomie stratégique et qu'en fait, elle n'a pas été comprise. Elle a été comprise en tant qu'autonomie vis-à-vis des Américains et non pas autonomie pourquoi. Et c'est ça la question. Hein? Ce n'est pas vis-à-vis d'un autre. C'est pourquoi faire. C'est exactement ce que vient de dire Édouard. Et si je peux rajouter deux phrases pour la question sur l'espace maritime. Oui, j'aurais dû le nommer, bien sûr, d'autant qu'il y a eu un débat assez intéressant sur la souveraineté maritime, justement, au Sénat. Donc, j'invite tous ceux qui veulent aller sur le site du Sénat à visionner ce débat. J'étais intervenue pendant quelques minutes. Et cela m'amène à finalement un rôle, et là, on n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent, que l'Union européenne doit absolument jouer dans les instances régulatrices internationales. Aujourd'hui, il y a des normes internationales qui sont mises à mal avec des rapports de force que certains pays choisissent d'avoir et s'imposer sur l'état de fait. Voilà, c'est comme ça. Je pense notamment à la Chine. Et je pense que nous avons un très grand rôle à jouer dans ce domaine-là. Nous n'en avons pas parlé, on n'en a pas eu l'occasion. Et la dernière phrase, et après je me tais, pour apaiser les peurs, on va dire, ou les réticences de certains de nos partenaires européens vis-à-vis de l'OTAN, de se dire que quand on regarde le texte, sur la boussole stratégique, moi j'ai l'impression que tout s'organise autour de l'OTAN. C'est-à-dire qu'on a un pilier européen
il sera intéressant de voir quelle est la réaction du secrétaire général de l'OTAN à la présentation du texte donc de la boussole au mois de mars prochain, mais je ne pense pas qu'il soit négatif. Et ça sera un bon indicateur quant à ce que nos amis américains en pensent. Tout à fait. J'en profite juste pour dire que Edouard Simon doit nous quitter et le remercier pour le temps qu'il nous a accordé. Désolé, merci beaucoup et passez une bonne soirée. Bonne soirée, Edouard. Au revoir. Il y a une autre question qui revient dans le chat, c'est celle de l'article 44 sur l'application, l'article 44 du TUE, sur l'évolution de sa mise en œuvre. La question, elle est destinée à Ronia Kemping. Est-ce que vous voudrez bien y répondre, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour la question. Oui, en fait, c'était, je crois, une autre idée allemande d'enfin utiliser donc, ce fameux article 44 du traité de Lisbonne qui devra permettre à un certain État, à un certain nombre d'États membres qui veulent prendre donc des opérations ou qui veulent aller de l'avant dans des opérations militaires, le peuvent faire au nom de tous les États membres de l'UE. Donc, tout le monde, donc tous les États membres, tous les 25, donneront un accord à un certain nombre d'États d'aller en opération militaire dans un théâtre quelconque. C'est un moyen pour enfin flexibiliser, si vous voulez, le mode de décision, le mode de prise de décision au sein de l'Union européenne en politique de sécurité et de défense. Parce que, comme vous le savez, toutes les décisions liées donc au déploiement des forces civiles et militaires sont donc liées à l'unanimité. Tous les 27 États membres doivent se mettre d'accord pour qu'on puisse déployer donc une opération militaire de l'Union européenne, ce qui fait que souvent on est très lent parce que la prise de décision prend trop de temps ou qu'on ne se met d'accord sur le plus petit moyen commun dénominateur. Donc on travaille souvent au sein de l'Union européenne autour des crises et pas vraiment sur des crises parce qu'on peut rarement se mettre d'accord. Il faut, l'article 44 donc est bien et offre pas mal de possibilités. Comme toujours, le diable est un peu dans le détail. Parce que là, il faut toujours se mettre d'accord entre 27, quel type de mission est-ce qu'on accorde à un certain nombre, à un cercle restreint d'États membres, quels seront donc, dans quelle mesure les autres seront donc informés du déroulement donc, de ces opérations, de cette opération, qui décidera qu'on termine cette mission militaire un jour ou à un moment donné? Est-ce que ce sont ceux qui sont actifs, donc qui déploient, ou sont encore une fois tous les 27? Donc là, je crois qu'on a encore beaucoup plus de travail à faire, mais je crois la bonne nouvelle, c'est que une fois que 44 figure dans le texte de la boussole stratégique, on a franchement ouvert donc ce chemin de discussion pour vraiment arriver à beaucoup plus de flexibilité dans une prise de décision donc en politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question qui me semble intéressante, peut-être que Madame la sénatrice, vous aimeriez répondre parce que c'est un concept assez français, c'est la question de l'autonomie, non pas de l'autonomie stratégique, ça c'est une question qu'on ne va pas traiter, mais c'est celle de, j'allais dire, la culture stratégique commune. Comment est-ce que la boussole stratégique, elle peut conduire ou faire progresser les choses vers une culture stratégique européenne? Disons que nous avons un mode de fonctionnement en matière de défense qui est assez unique finalement en Europe, puisque c'est un régime présidentiel, enfin en tout cas qui s'est très présidentialisé et qui fait que le chef de l'État peut décider d'engager les troupes françaises sur un théâtre extérieur. Ce fut le cas par exemple au Mali.
Et on voit bien que la France a mis des années pour convaincre finalement ses partenaires européens qu'elle ne devait pas être seule à finalement protéger le continent européen de cette menace terroriste qui pouvait venir du Sud, d'où la création de Takuba, mais enfin, il n'y a pas si longtemps. Donc, je pense que nous avons besoin, et grâce à cette boussole stratégique, déjà, je disais de voir que nous ne sommes pas tous opposés dans les menaces que l'on peut identifier facilement. Et qui le sont enfin, de façon traditionnelle pour certains pays, et que donc nous avons, grâce à cet exercice, peut-être une nouvelle habitude de pouvoir, au lieu de partir seul et après de se retourner et voir si les autres nous suivent, de se mettre autour d'une table et d'en discuter en amont. Alors, certaines situations nous permettent d'agir avant d'autres. D'autres n'agiront jamais parce que ce n'est pas leur culture et ce n'est pas la façon dont ils conçoivent le monde. Et je crois qu'il y a une place pour chacun autour de la table, chacun dans son rôle. Et on voit bien que, par exemple, dans la force Takuba, certains pays offrent un soutien logistique, d'autres un soutien humain sous forme de formateurs, par exemple, ou de médecins, et que nous sommes en capacité, finalement, d'avoir une action commune où chacun peut jouer son rôle à la hauteur de ses ambitions et de ce qu'il a envie de faire. Donc, je pense que cette boussole a cet avantage-là aujourd'hui de nous avoir propulsés vers un nouveau mode, enfin, je l'espère en tout cas, un nouveau mode de fonctionnement collectif, en tout cas de concertation. Voilà, et de voir que ce qui nous rapproche est beaucoup plus important que les différences d'appréciation que nous pouvons avoir sur certains sujets. Tout à fait. Monsieur le député, est-ce que vous voulez dire un mot sur cette question, soit sur la question de l'article 44, votre avis, ou sur celle de la culture stratégique commune? Je crois qu'il faut tout d'abord se mettre d'accord que l'unanimité sur des questions de la défense et de la politique extérieure et une question de la force européenne et une question de nécessité. Mais c'est également une question qui touche probablement à la souveraineté des États membres. Et il faut se rendre compte que la question de souveraineté s'explique également sur l'échelle européenne et qu'il faut trouver des réponses à cette échelle-ci. C'est-à-dire qu'il y a une souveraineté nationale et une souveraineté européenne et qu'il faut renforcer la souveraineté européenne, et l'unanimité est une des questions qu'il faut adresser. Et c'est pas facile à expliquer dans tous les capitales de l'Europe, mais il faut commencer afin de trouver des réponses. Et c'est une question tout à fait difficile lorsqu'il y a la question des sanctions, par exemple. Il y a des intérêts difficiles au sein de l'UE. Il faut se mettre d'accord sur un chemin commun. Donc, je crois que pour que l'Europe soit plus efficace, et il y a une notion plus importante dans le monde, il faut se rendre compte du fait qu'il faut renoncer à cette unanimité. Et ça, c'est pour moi un changement décisif, et c'est pas facile à expliquer partout dans l'Europe. Merci beaucoup.
Comme il est déjà tard et qu'on va essayer de respecter voilà, le timing qu'on s'était fixé, je vous propose peut-être de faire un petit mot de conclusion pour ceux qui le veulent. Et puis, voilà, au vu du nombre important de questions, on organisera peut-être un autre événement similaire où on essaiera d'une façon ou d'une autre de traiter de ces questions. Merci. Bon, bah, écoutez, je vais simplement peut-être débuter la conclusion. D'abord, vous remercier. Je n'ai pas pu lire toutes les questions, il y en avait beaucoup trop. En effet, Oui. je pense que ça mérite quand même, chacune mérite une réponse. Donc, je ne sais pas si vous les avez enregistrées et pouvoir y répondre ultérieurement. Donc, vous dire simplement que je pense qu'aujourd'hui, les défis auxquels nous devons faire face, tels que les flux migratoires, le défi climatique, le défi terroriste, avec le lien qu'il peut avoir avec tous les trafics de drogue, humains, d'armes et ainsi de suite, font que nous ne pouvons pas ou nous ne pouvons plus penser que seuls nous pouvons en fait y faire face. Et que cela demande une coopération au niveau de nos services de renseignement et que toutes ces notions de souveraineté, regardez la souveraineté même en matière de santé, combien elle a été bousculée avec cette pandémie où aujourd'hui on ne peut pas réagir à ce truc tout seul. On se rend bien compte que si nous sommes privilégiés en Europe, il va bien falloir aider le continent africain et d'autres continents si on veut un jour se débarrasser de cette pandémie. Donc ça passe par une solidarité. Je vois, moi, dans cette boussole stratégique, eh bien, un pas supplémentaire. C'est Jean Monnet, il y a des petits pas, mais celui-ci est peut-être un grand pas en avant. Et donc, c'est collectivement, si nous en sommes tous conscients, nous pouvons peut-être donner à cette boussole stratégique le poids qu'elle mérite pour avancer dans un sujet qui est important pour nous, mais qui l'est, je pense, pour l'ensemble des citoyens européens aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre en sécurité et surtout de continuer à vivre en paix. Tout à fait, merci beaucoup. Ronia Kemping Oui, en fait, juste deux phrases. La première phrase aussi, merci beaucoup pour cet échange qui a été vraiment intéressant, passionnant. Merci pour toutes les questions et désolé qu'on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. On va le faire, j'espère, Gaspard, un moment. Mais pour la boussole stratégique, le mot de clôture, moi, en tant que citoyenne, j'espère vraiment que cet exercice ouvre la voie pour qu'on puisse un jour avoir un vrai livre blanc de défense européenne et que, en fait, donc on a appris la leçon donc du passé et qu'on arrive donc des mots à l'action. Parce qu'il est enfin temps qu'on parle au sein de l'Union européenne, comme vous l'avez dit, comme Édouard Simon l'a dit très justement, entre Européens et que la sécurité européenne est traitée d'abord par les Européens et pas par des acteurs en dehors de l'Europe, notamment les États-Unis et la Russie, comme on l'a vécu ces jours-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et monsieur le député, je vous laisse la parole pour un mot de conclusion. Alors, tout d'abord, je remercie à tous qui ont écrit les notions et des questions dans le chat. J'ai essayé de les lire et je ne suis pas arrivé complètement, mais c'était un bon moment pour apprendre et pour voir des nouvelles idées. Et je crois que c'est un processus politique au sein du Parlement national ainsi qu'à l'échelle européenne. Et il faut commencer de se mettre d'accord sur le fait qu'il faut une politique commune à l'égard de la défense et de la sécurité pour que l'Europe reste ensemble et qu'on peut défendre nos valeurs communes, soit la liberté, soit la démocratie et l'état de droit. Et ça, c'est important parce que ce sont les piliers fondamentaux de l'Europe. Il faut que quelqu'un y touche. Et à part de cela, il faut adresser les problèmes actuels et précis, soit les achats des armements, les problèmes cyber, etc., etc. Et j'espère que les parlements
vont discuter sur ces sujets-là dans les années à venir. Et moi, j'aimerais y partager. Et à part de cela, j'aimerais excuser pour les défauts de langue. C'est pas tout à fait facile de parler en français, même si j'aime le pays et la langue française. Et après cela, c'était une excellente soirée et à la prochaine fois. Merci à tous. Merci beaucoup à tout le monde, hein. Merci aux intervenants, merci aux participants, merci également à la Fondation Hanns Seidel d'avoir permis que se tienne cette conférence. J'espère voilà, modestement qu'on aura fait avancer un peu les réflexions sur ces sujets, au moins qu'on aura permis de faire connaître un certain nombre de thématiques sur la boussole stratégique. Je vous remercie, je vous invite à pas hésiter à suivre les prochaines conférences qu'on organisera sur ce sujet ou sur d'autres. Et je vous souhaite encore à tous une très bonne soirée. Vielen Dank, merci beaucoup et au revoir.